Bonjour, je suis Marc Alévi, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec Bibouda. Je voudrais vous parler de quelque chose qui aujourd'hui est, je crois, fondamental dans la manière dont le monde va évoluer, à savoir la finance spéculative. Alors, je vais devoir retourner un petit peu en arrière et essayer de vous retracer l'histoire de l'économie, en tout cas de l'économie industrielle depuis le début du 19e siècle. Donc, avant ça, on était dans une économie qui était une économie de type paysanne, de type artisanal. Et puis, vous le savez, James Watt invente la machine à vapeur. Ça permet d'ouvrir une porte extraordinairement féconde qui est la possibilité de faire de la production de masse, donc du marketing de masse, donc de la vente de masse. Et on saute là un seuil tout à fait énorme. Cette économie industrielle demande clairement que le facteur de masse soit le plus grand possible. Il faut des grosses entreprises, il faut des gros marchés, il faut des grosses productions. Et donc, il faut des gros investissements. Prenons juste un petit exemple bien connu, c'est l'exemple lié aux économies d'échelle. Dans une entreprise quelle qu'elle soit, il y a des frais fixes, il y a des frais variables. Frais variables proportionnels à la production et des frais fixes qui, qu'on produise ou pas, sont là. Si l'on veut baisser les prix de vente pour vendre plus, pour croître en taille, si l'on veut baisser les prix de vente, il faut baisser les prix de revient. Une manière de baisser les prix de revient, c'est de baisser l'impact des frais fixes sur chacune des unités produites. Et pour ça, il faut garder les mêmes frais fixes tout en ayant une production accrue. Il faut augmenter le dénominateur tout en gardant le numérateur du ratio entre les deux. Donc ça veut dire que si l'on veut baisser l'impact de ces frais fixes, si l'on veut donc réaliser des économies d'échelle, il faut augmenter la capacité de production, donc il faut investir. Pour investir, il faut des capitaux, donc il faut aller les chercher, et pour aller chercher les capitaux, il faut pouvoir les rémunérer de manière attractive. Ça s'appelle le capitalisme, et personnellement, moi, je n'ai pas de gros problème avec ce mot-là. Donc, on a là quelque chose qui s'est passé vers la fin du 19e siècle, c'est que le modèle qui était avant ça, le modèle industriel, essentiellement un modèle de production dans les mains des ingénieurs, des techniciens, devient progressivement un modèle financiero-industriel. Pour pouvoir assumer la croissance des investissements, il faut nécessairement avoir accès à ces fameux capitaux. Tout va bien. Et puis les choses se passent. Ce modèle financiero-industriel est essentiellement pris en main par le monde américain, qui l'a développé beaucoup plus vite que partout ailleurs. Parce qu'en France, parce qu'en Angleterre, parce qu'en Europe, il y avait pas mal de résistance par rapport à ce modèle, tout simplement parce qu'il y avait une histoire économique avant. Aux États-Unis, il n'y avait pas d'histoire économique avant. Le modèle industriel débarque à peu près au même moment que la naissance des États-Unis eux-mêmes. Donc, pourquoi commencer à résister à quelque chose qui est l'avenir? On y va, et les États-Unis ont pris la main sur ce modèle et l'ont développé très vite. Tout ça s'est passé avec énormément d'innovation. Pendant tout le XXe siècle, en gros, l'histoire du management, c'est l'histoire des techniques qui vont permettre de faire baisser les prix de revient. Donner juste un exemple. Nous sommes en 1908. Henry Ford, déjà magnat industriel de la production automobile, a une idée géniale. Il se dit, je vais produire une automobile tellement bon marché que chacun de mes ouvriers pourra s'en payer une. C'est donc une clientèle captive, facile à atteindre. Et il lance la Ford T. On est en 1908. Et en lançant la Ford T, Henry Ford dit ceci, et je vous assure qu'Henry Ford n'était pas du tout un comique ni un gagman hollywoodien. Il dit ceci, et la Ford T, vous pouvez la choisir de n'importe quelle couleur pourvu que ce soit le noir. C'est pas un gag. En disant ça, Henry Ford il dit simplement ceci. Il dit, si vous voulez avoir une voiture bon marché, aidez-moi
à la standardiser au maximum. Plus il y a de couleurs disponibles, plus il va falloir de chaînes de production parallèles ou de changement d'outils, et ça va coûter beaucoup plus cher. Si on se met tous d'accord pour dire qu'on va prendre que du noir, ben ça reviendra beaucoup moins cher, et chacun de vous pourra vous en payer une. Donc voilà, c'est un exemple de ces techniques qui ont été inventées tout au fil du XXe siècle de manière à baisser les prix de revient. Et toujours dans l'idée des économies d'échelle. Ce qu'il faut voir, c'est que ce modèle-là s'est développé pendant presque 2 siècles, avec des heurts et des malheurs, bien sûr, avec des couacs de tous ordres, mais enfin, en gros, pendant 2 siècles, le pouvoir d'achat moyen sur Terre a été croissant. On arrive vers les années 1980. À ce moment-là, des tas de phénomènes se passent au niveau géopolitique. Mao Tse-tung, le régime de Mao Tse-tung s'est effondré, la bande des 4 manifestement n'est plus crédible, et un monsieur sort du lot, s'appelle Deng Xiaoping, et Deng Xiaoping dit qu'il va changer radicalement le système économique chinois. On ne va pas remettre en cause, bien sûr, le gouvernement totalitaire communiste qui est au-dessus, mais les pratiques de l'économie vont changer, et on a vu ce que ça a donné. La Chine a ouvert la porte à des importations, des exportations, avec une toute autre manière d'envisager le travail et les relations au monde extérieur. Eh bien, ça demandait de la part des Occidentaux des capitaux énormes pour pouvoir investir et aller vers cette ouverture-là. On est dans les années 80, on commence à sentir que l'empire soviétique est en train de se fissurer de partout. Très clairement, ça ne tiendra plus très longtemps, et on se rend compte que là aussi, il va y avoir une demande nouvelle, des transformations radicales, donc des marchés à conquérir qui vont demander des capitaux. On est en plus devant une explosion démographique tout à fait énorme au niveau mondial, pour satisfaire les besoins de tous ces nouveaux êtres humains qui arrivent, il faut nécessairement avoir accès à des capitaux pour pouvoir satisfaire à leurs demandes. Tout ça converge dans le même sens, c'est de dire qu'on a besoin énormément de capitaux. Et alors il y a une liesse autour de ça dans tous les pays développés. Il faut que le petit épargnant qui jusque-là mettait ses petits sous à la caisse d'épargne devienne un investisseur boursier. On commence à dire que la seule manière de gagner de l'argent, c'est d'investir en bourse, c'est de pouvoir suivre ce qui est en train de se passer à travers tout ce monde-là, avec des fonds de placement, avec des fonds de pension, avec des produits dérivés, etc., etc., etc. Donc, moralité, l'idée, c'est de dire, vous avez un peu de sous, aidez l'humanité à se développer, aidez l'économie à se développer, on a besoin de capitaux, vos sous sont bienvenus. Jusque-là, ça a l'air d'être un langage logique, vertueux. Là où ça va moins bien, c'est que dans les années 1980, on voit un rapport de force s'inverser. Et là, il faut être très clair sur ce qu'on dit. Jusque-là, la finance était au service de l'économie réelle. À partir de là, la relation s'inverse, et c'est l'économie réelle qui devient la vache à lait d'une finance spéculative qui n'a plus de limite, et qui explose, qui va grossir, sans qu'il n'y ait rien derrière pour justifier ce grossissement. On est donc devant une fabrication massive de bulles spéculatives. Alors, on s'en souvient peut-être, mars 2001, si ma mémoire est bonne, la bulle Internet. Bulle Internet qui est une première claque monstrueuse. On se dit, ah ben tiens, la logique boursière fonctionne pas bien dans le monde du numérique. Ben oui, forcément, c'est un monde qui est construit sur l'immatériel et non pas sur le matériel. Donc comment peut-on faire de la spéculation sur de l'immatériel? Mais le message est vite oublié. Et puis bien sûr, on est quelques années plus tard devant la crise des subprimes, un déchirement colossal, un effondrement énorme, la faillite de Lehman Brothers, et un peu partout dans le monde, des tas d'entreprises et d'États qui sont dans une situation extrêmement difficile.
On est au bord d'un chaos financier mondial et les États décident de mettre la main au portefeuille et de sauver les banques. En disant, ben voilà, nous allons assumer et essuyer cette débandade, tout en ne se faisant pas beaucoup d'illusions, parce que c'est finalement l'imposé final, le contribuable final qui va payer l'addition. Mais enfin bon, ça se fait de manière un peu sympa, bien diluée, sans trop d'impact immédiat. Donc, avec deux conclusions, c'est que, un, les contribuables n'ont pas vu le fait qu'ils devaient payer l'addition, et donc ils n'en ont pas tiré trop de conclusions négatives sur le monde de la finance, et le monde de la finance, au contraire, n'a rien appris, lui. Et il a décidé que, ah ben c'est comme ça, c'est très simple, donc on peut faire toutes les conneries qu'on veut. De toute façon, si ça se tourne mal, ben comme on est too big to fall, comme on dit en anglais, donc trop gros pour s'effondrer, ben les États viendront à notre secours, et donc on va continuer à faire nos conneries. Et c'est bien ce qui se passe maintenant. Le monde de la finance a toujours rien compris, et n'a pris aucune leçon de cette aventure funeste. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant un monde où la finance spéculative est devenue délirante. Je vous donne juste un chiffre. C'est que sur 100 transactions commerciales, 100 transactions économiques sur la toile aujourd'hui, il y en a 94 qui relèvent de la finance spéculative, et il y en a 6 seulement qui relèvent de l'économie réelle, c'est-à-dire de l'échange de biens pour la vie de tous les jours. Donc on est bien devant une démesure absolue. On est dans une folie totale. Mais ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu, pourquoi ? Ben parce que finalement, tout ça s'arrange relativement bien et qu'il y a quelque chose qui est connu depuis les Romains, c'est que toute la finance se construit sur l'idée de confiance. On croit qu'il n'y a jamais personne qui va oser faire péter la baudruche parce que tout le monde a intérêt à ce que le russe continue à rester et à exister. Donc, on se dit, il n'y a personne qui va faire péter le système. C'est faux, évidemment. La preuve en est, c'est que la crise de subprimes, elle a quand même bien eu lieu. Là où je ne voudrais pas du tout démoraliser mes auditeurs, mais mettons-nous en tête qu'aujourd'hui, il y a des bulles spéculatives dans le monde qui sont 1000 fois plus grosses, 1000 fois plus vides que la crise des subprimes et qui sont prêtes à éclater dans les 2-3 ans qui viennent. Et si elles éclatent, ce qui sera le cas, plus aucun État sera capable de renflouer les caisses. Donc ça veut dire que la finance internationale va s'effondrer. Alors je donne juste un exemple. Cet exemple, c'est ce qu'on appelle en anglais les CDS, les Credit Default Swaps. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des produits dérivés qui en gros... c'est un pari pour savoir quel est le premier qui ne va pas payer ses dettes, que ce soit un État ou une grosse entreprise, ou qui sont tous endettés au plus haut niveau. Et donc, on fait des paris là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est les ordres de grandeur. C'est qu'aujourd'hui, les CDS connus, parce qu'il y a une part invisible, mais ce qui est visible, c'est 60 000 milliards de dollars. 60 000 milliards de dollars, donc quelque chose qui est du même ordre de grandeur que le PIB mondial. Donc ça veut dire que si, pour une raison quelconque, la bulle spéculative des CDS explose demain, eh bien, c'est l'équivalent d'une année de production totale du monde entier qui va disparaître en fumée en une seconde. Donc on est là devant des situations complètement extravagantes, qui sont absurdes. Et par rapport à ça, par rapport à ce risque, même pas un risque, c'est une certitude. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est demain, dans 1 an ou dans 3 ans, mais c'est quelque part dans cet ordre de grandeur-là. Et il y a 2 attitudes possibles. La première, c'est évidemment la panique absolue, en se disant, oh là 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 là, il ne va plus rien y avoir, toute la finance spéculative va voler en fumée, les banques vont voler en fumée, pas toutes, celles qui n'ont pas fait de folie spéculative vont continuer à fonctionner très très bien. Il y en a 4 ou 5 en France qui sont dans les grandes banques qui vont voler en fumée, mais les autres pas. Il y a des grands groupes industriels qui vont voler en fumée, bien sûr. Cela étant dit,
On peut donc paniquer, en se disant, ouh là là, donc à partir de demain, moi j'achète une ferme dans le Morvan, je plante mes carottes, j'ai mes poulets, j'ai mes moutons, et je vais vivre en autarcie, parce que le monde va s'effondrer. C'est une manière de voir. L'autre manière de voir, c'est de dire, dans le fond, les entreprises qui ont les savoir-faire, qui ont les machines, qui ont des fournisseurs, qui ont des clients, et pour lesquels il y a une demande, donc, elles vont continuer à fonctionner. Alors, ce qui est probablement vrai, c'est que pendant 6 mois, les monnaies vont être extrêmement chaotiques, les monnaies officielles. Ben, comme le dit mon ami Bernard Liétard, qui est à mon avis un des plus grands spécialistes des crypto-monnaies au monde, il dit, bah oui, ben, les crypto-monnaies sont là, elles existent, elles fonctionnent avec la blockchain, et donc pendant 6 mois ou 9 mois ou 2 ans, ben, elles prendront le relais, assureront la réalité de l'économie de base, de l'économie réelle. Moi, je crois qu'il faut voir ça très positivement. Tant mieux si la finance spéculative explose. Elle n'apporte rien. L'argent qu'elle génère est de l'argent artificiel, qui n'a pas de valeur, qui est adossé sur rien du tout. Moi, je crois qu'il est important qu'on revienne à l'économie réelle, avec des vraies entreprises, des vrais entrepreneurs, des vrais produits, qu'ils soient matériels ou immatériels, ça ne change rien, avec des vrais services, qui ont une vraie raison d'être. Et moi, je pense que là, ce sera extrêmement sain de faire disparaître toute cette artificialité vide et vaine de la spéculation et de revenir à l'économie l'économie réelle, des vrais produits dont on a vraiment besoin. Et c'est quelque part un grand nettoyage qui va accompagner, je pense, le changement de paradigme que nous sommes en train de vivre, mais ça, c'est une autre histoire.